L'entretien sur Matin d'Éden, la communauté internationale célèbre samedi 17 juillet la journée de la justice internationale. Et quand on parle de la justice internationale, et bien sûr, c'est directement la CPI, la Cour pénale internationale, et ses attributions ou ses représentations un peu partout dans les pays. En Afrique, la Cour pénale internationale, eh bien, même si certains États jusqu'à présent ont refusé de s'inscrire dans ce processus, agit beaucoup sur le continent africain. On se rappelle encore donc de ces procès-là. Le dernier en date, c'est celui donc de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, que dit alors des interventions donc de cette institution internationale sur le continent africain. Certains pensent qu'elle est beaucoup plus portée, bien sûr, en Afrique vers les anciens chefs d'État en Afrique à qui on reproche un certain nombre de dossiers de crimes contre l'humanité. Nous allons donc en parler ce matin avec notre expert des questions internationales, Morgane Assogba Metodi. Bonjour Morgane. Bonjour. Encore une fois, merci pour la disponibilité. C'était un plaisir. Alors, la justice internationale, la Cour pénale internationale, voilà. Alors, que dire de l'historique d'abord de cette Cour pénale internationale? Qu'est-ce qui a mené la communauté internationale justement à l'instituer? Alors, si on va parler de l'historique, on ne va pas remplacer les historiens, mais on peut quand même rappeler les faits. Cela remonte au lendemain des crimes qui ont été commis dans ce qu'on pourrait considérer comme l'ex-Yougoslavie et aussi de la Deuxième Guerre. On a pensé qu'il fallait quand même commencer par une démarche qui vise à rendre justice, à aller vers une sorte de réconciliation, à atténuer toutes les peines que le monde a connues. Donc on a parlé de l'institution d'un tribunal appelé celui de Nuremberg, le tribunal de Nuremberg, pour juger les acteurs, pas les États, mais les individus qui auraient joué un rôle assez capital dans tout ce qu'on a connu comme crime à l'époque. Alors, l'institution de ce tribunal de Nuremberg a aussi marqué l'entrée officielle de l'individu comme un acteur du système international, des relations internationales, et qui est responsable aussi de ces actes dans le système international établi. Et ensuite, on a eu l'ex-Yougoslavie avec des crimes qui ont été commis, on a eu la question du génocide au Rwanda, et on a eu à instituer des tribunaux pour connaître de ces conflits. La communauté internationale, dans son génie, s'est dit, c'est coûteux, et ce serait bien d'avoir une structure qui est acceptée de tous afin de pouvoir juger d'éventuels, parce qu'il ne s'agira pas juste de parler de ceux que nous avons sous la main, mais d'éventuels perpétrateurs ou ceux qui auraient commis de ces crimes-là. Et donc, ils ont pensé à constitutionnaliser ou institutionnaliser cela. Ce qui les a amenés, à partir de 1998, à réfléchir à comment faire en sorte qu'on ait une cour pénale internationale. Les négociations se sont poursuivies pendant de 1998 aux alentours de 2002. Et c'est finalement en 2002 qu'on a décidé, après le statut de Rome, qui a été rédigé avec l'implication d'un certain nombre d'États, qu'on a décidé de passer à une Cour pénale internationale. Et il faut dire qu'il y a des États quand même qui, quand bien même ils ont été acteurs majeurs, comme les États-Unis, n'ont pas voulu s'inscrire dans cette logique de voir leurs citoyens se faire juger par ce qui pourrait considérer comme des experts de la justice internationale, parce qu'ils estiment que sur le plan national, ils ont suffisamment d'institutions capables de juger leurs propres citoyens. Donc, ils n'ont pas accepté de reconnaître les compétences de cette Cour sur leurs citoyens. Et donc, vous avez une démarche qui est libre,
qui amène d'abord l'État à reconnaître la compétence de la Cour. Il y a eu plusieurs États qui l'ont fait et qui continuaient de le faire jusqu'à un passé assez récent où certains États africains, comme cela a semblé bien paraître à votre introduction, ont commencé à décider de ne plus reconnaître les compétences de cette Cour. Mais jusque-là, il y a encore un bon nombre. Pourquoi cette position-là de ces États africains? Alors, on pourrait comprendre cela sur deux aspects. Il y a l'aspect social, sociologique, et il y a l'aspect aussi institutionnel. Lorsque vous regardez l'aspect institutionnel, vous allez dans le même sens qu'un État comme les États-Unis. Reconnaître la compétence d'une Cour pénale internationale pour connaître des crimes qui auraient été commis par ces citoyens et, dans une certaine mesure, fait preuve je ne vais pas parler d'incompétence, mais de ce caractère de faible crédibilité de ses propres institutions en matière de droit. Et ce que les États-Unis ont refusé d'admettre. Ils ont refusé de pouvoir donner ce pouvoir-là à une institution externe sur leurs citoyens parce qu'ils estiment qu'à l'interne, sur le plan national, ils ont suffisamment d'institutions crédibles. La justice à l'interne est-elle aussi indépendante? Est-ce que la question de l'indépendance de la justice est une question apolémique qui se comprend. Parce qu'on a aussi du mal à pouvoir souligner, tracer cette ligne de démarcation lorsqu'on estime qu'il faille bien que la justice qui a un coût soit financée. Alors, si on va parler d'indépendance de la justice au stricto sensu, c'est-à-dire aussi qu'on parle d'indépendance de financement de la justice, du coût de la justice. Et même au niveau de la Cour pénale internationale, il y a d'abord les États qui contribuent et ensuite, il y a des organisations qui peuvent apporter. En termes clairs, il n'y a pas de justice totalement. Il y a une justice, mais elle n'est pas aussi indépendante qu'on essaye de faire croire lorsqu'il s'agit de certaines questions. Donc quand on prend la CPI, elle doit relativement avoir une certaine indépendance. Oui, sur le plan institutionnel, on peut dire que la CPI est une institution indépendante et qui a une liberté d'appréciation des cas qui lui sont soumis dans son fonctionnement. Maintenant, sur le plan pratique, il y a des aspects de la question qui montrent clairement qu'on ne pourrait pas parler de cette indépendance totale et absolue qu'on souhaite voir. Le fonctionnement de l'organisation par rapport à son financement. Le financement, il est fait par des États. Et pour qu'un État contribue... Des organismes internationaux. Exactement. Et les États contribuent pas à la même hauteur. Il y a un critère qui permet de déterminer combien tel État apporte à la Cour et combien tel autre État apporte à la Cour. Et l'un des critères majeurs, c'est la capacité déjà de l'État à pouvoir financer. Quand vous prenez la capacité budgétaire d'un État comme le Bénin, on ne peut pas demander au Bénin de payer les mêmes frais de cotisation à la CPI qu'un État comme les États-Unis ou bien comme la France, parce que les entrées ne sont pas les mêmes. Donc vous avez cet aspect et vous avez aussi l'aspect de désignation des juges et des procureurs qui obéit aussi à un certain nombre de critères élaborés par ces États qui sont contributeurs au fonctionnement de cette institution. Donc l'indépendance sur le plan du financement de l'organisation et de son fonctionnement n'est pas aussi stricte qu'on veuille bien le penser. Mais l'indépendance par rapport à l'appréciation des cas peut sembler, et on peut admettre, qu'elle serait libre. Mais dans la pratique, comme vous l'avez certainement noté, par rapport au dernier cas en date, celui de l'ex-président, M. Gbagbo, a été suffisamment critiqué lorsqu'on a regardé le comportement de la procureure. Mais lorsqu'on regarde aussi le verdict qui a été donné par cette Cour sur la base des éléments qu'elle a mis en exergue, on pourrait se dire
d'une part, on peut parler d'une difficulté d'indépendance et de liberté de la justice, mais de l'autre part, on ne saurait mettre du moins, on ne saurait contester la capacité des juges sur un certain nombre de cas à pouvoir dire ce qu'est le droit. Mais justement, la CPI et l'Afrique, certains pensent qu'elle n'existe que certainement pour les Africains, ou qu'on a eu plusieurs cas d'anciens présidents africains, le cas de Gbagbo, le cas de Bemba également, et puis d'autres cas également sur le continent. Certains se disent, est-ce que ce n'est pas un moyen créé simplement pour donc, juger ces chefs d'État africains? Est-ce que c'est le même regard que vous portez, ou ces crimes de guerre, crimes contre l'humanité, il n'y a qu'en Afrique que cela se passe? Pourquoi cette Cour est beaucoup plus, elle est plus proactive sur ces dossiers africains? C'est une question qui a tout son sens, et les différentes perspectives évoquées par les différents acteurs qui apprécient la question aussi ont leur sens. Je ne vais pas porter un jugement direct, mais je vais apprécier d'une certaine façon ce qui est dit. Pour ceux qui pensent que cette Cour est créée pour les États africains, ils sont dans une logique assez compréhensible. Et cette logique montre, quand vous regardez l'histoire des différents cas qu'on a eus à la Cour pénale internationale, vous vous rendez compte que la majorité des cas, sinon 9 sur les 10 qu'on aurait eu depuis sa création, sont des cas africains. Donc, tout de suite, on a c'est compréhensible d'avoir cette compréhension ou cette façon de penser de cette Cour. Mais lorsque vous regardez aussi de l'autre côté et vous voulez savoir s'il n'y a qu'en Afrique qu'on a de ces crimes, parce que la Cour pénale, elle est compétente au niveau de 4 catégories de crimes. Vous avez les crimes de génocide, vous avez les crimes contre l'humanité, vous avez les crimes d'agression, et vous avez, je pense bien, les crimes de guerre. Voilà. Donc génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime d'agression. Quand vous regardez le crime d'agression, par exemple, on pourrait dire, hein, si on peut se permettre, que ce qui a été fait par la Russie en Crimée pourrait être considéré comme un crime d'agression lorsque vous allez dans les détails. Et ce n'est pas que la Russie en Crimée, il y a bien des cas où vous avez les États-Unis qui sont impliqués, d'où la précaution des États-Unis même à l'instigation ou à la création de cette Cour de dire qu'elle ne reconnaît pas les compétences de cette Cour à pouvoir identifier des crimes que ses ressortissants, qui sont forcément les membres de l'armée, auraient pu commettre dans l'exercice de ce que les États-Unis appelleraient de leurs fonctions. Donc, vous voyez, ce n'est pas qu'en Afrique que ces choses se passent, mais lorsqu'on regarde l'échiquier international, c'est plus facile pour ces juges-là, pour cette Cour, d'opérer en Afrique qu'ailleurs. Et cela nous renvoie aussi... Qu'est-ce qui justifie cette facilité? Oui, cette facilité déjà par rapport au poids des relations internationales. Vous savez, il y a une sorte de dualité ou de différence qui existe entre le droit international et les relations internationales dans la pratique, même si dès le départ on pense c'est pas à tort, hein, on pense de façon judicieuse que le droit international vient réguler le comportement ou les interactions entre les acteurs de la scène internationale. Mais à un moment donné, vous avez les relations internationales qui prennent le pas sur le droit international. Et lorsqu'on parle de relations internationales, on parle de rapport de force. Je vous donne un exemple pratique. Vous avez entendu certainement au cours des derniers mois les États-Unis menacés et même interdit de voyage les juges de la Cour pénale internationale lorsqu'ils ont voulu mener une tentative de saisie de cas où les États-Unis se trouvaient être des acteurs. C'est le poids des États-Unis. De gérer les comptes d'un certain nombre de personnalités exactement. Au niveau des États-Unis. Donc, c'est le pouvoir, le poids des États-Unis. Là, nous nous retrouvons de plein pied dans le domaine des relations internationales, où vous avez un rapport de force qui existe. Et vous avez donc la plupart de ces pays qui se retrouvent à être impliqués dans ces cas ailleurs
sont des pays qui ont un pouvoir assez énorme sur la scène internationale, donc un rapport de force important. Et c'est les mêmes pays qui contribuent, a priori, à une hauteur considérable au fonctionnement, aux charges de cette Cour pénale internationale. Alors, ce serait difficile de demander à celui qui vous fait fonctionner de vous rendre des comptes. Parce que même si vous essayez de le faire, vous le faites dans une certaine mesure. Alors que vous avez des États, comme les États africains, pas seulement, il y a plein d'autres États qui ne contribuent pas à la même hauteur. Et donc, où des crimes sont quand même aussi, il y a des crimes qui entrent dans la catégorie de ceux qui reçoivent les compétences de la Cour pénale internationale qui sont commis dans ces États. Mais il faut que la Cour justifie les frais qui lui sont alloués au cours de chaque année. Donc il faut qu'elle puisse se saisir de certains cas et justifier ainsi de suite comment ces dépenses doivent se faire. Donc on pourrait comprendre l'intérêt que la Cour porte vers ces cas qui ne donne pas, qui n'amène pas l'implication assez énorme des relations internationales, c'est-à-dire des rapports de force qui facilitent le travail à la Cour. Voilà. Alors, mais puisqu'on a parlé de la Cour, de l'Afrique et autres, mais il y a aussi les autres grandes puissances, la Russie et la Chine aussi. Exactement. De l'autre côté. Alors, et qui ne semblent ne pas quand même afficher une position aussi claire que les États-Unis par rapport à cette Cour. Oui, pourquoi ne pas afficher une position aussi claire que les États-Unis? Déjà parce que ces États n'ont pas forcément adopté la même démarche que les États-Unis, qui est de renier la compétence de la Cour au niveau de leurs propres citoyens. Toutefois, ce sont des États qui ont pris l'habitude d'agir plutôt que de faire une campagne médiatique ou de s'exprimer. Combien de cas chinois avez-vous vu porter devant la Cour pénale internationale de façon à succès? Il n'y en a pratiquement pas, alors que tous les jours que Dieu crée, la communauté internationale s'insurge contre les violations de droits de l'homme au niveau de la Chine, ce qui se passe avec les Ouïghours et bien d'autres cas où on trouve que la Chine, dans sa démarche, pourrait être accusée de crimes contre l'humanité. Pareil avec la Russie, mais parce que ces acteurs sont des acteurs majeurs des relations internationales, c'est-à-dire ils ont un rapport de force sur la scène internationale assez énorme. Ils font partie d'une façon ou d'une autre de ce qu'on pourrait appeler les pays du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont le droit de veto, les membres permanents. C'est difficile de se saisir, que la Cour ait le courage de se saisir d'un dossier impliquant ces acteurs. Et si cela arrivait, les acteurs trouveraient naturellement le moyen de bloquer la Cour. Et une Cour ne pourrait pas se lancer dans cette optique-là, à moins qu'elle ait un mode de fonctionnement par rapport à son financement différent, et que aussi que ces acteurs, ces juges-là, aient quand même de quoi, disons, des capacités extraordinaires, parce que ces rapports de force ne se passent pas seulement dans les règles de l'art. En général, ça se passe même de façon, je ne vais pas me permettre de le dire, quand vous regardez l'histoire et les révélations qui sont portées, on voit l'implication de ces acteurs-là dans l'assassinat d'un certain nombre de leaders. Mais pourquoi pas, lorsque vous vous rendez compte que tel acteur est gênant, pourquoi pas ne pas aller encore dans ce sens? C'est des choses qui se passent. Donc, le rapport de force entre les acteurs de la scène internationale font que très souvent la Cour, dans sa quête de justice internationale, va devoir s'orienter vers les cas qu'elle peut réellement traiter et gérer. Et les cas africains semblent être suffisamment à la portée de la Cour. Donc ce n'est pas forcément une chasse aux Africains, mais c'est une façon pour la Cour quand même de justifier qu'elle existe pour un travail donné. La question que les Africains devraient se poser, c'est pourquoi est-ce que les personnes qui sont impliqués dans des cas de cette Cour ne sont pas
je ne vais pas dire coupables, mais ne sont pas impliqués dans des cas qui seraient compétents, qui demandent que la Cour s'y intéresse. Et lorsque ces personnes se retrouvent devant la Cour, est-ce que la procédure judiciaire permet de rendre une justice quand même qui est proche de la réalité? Quand vous regardez le cas Bemba, vous regardez le cas Gbagbo, la Cour a bel et bien dit que ces deux personnes sont acquittées, a libéré ces personnes parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments qui permettaient à la Cour de condamner ces personnes. Donc si la Cour arrive quand même à faire de son mieux pour que la justice puisse régner, on peut lui accorder un peu de crédibilité quand même. Mais quand on revient sur le cas ivoirien, le cas de Gbagbo par exemple, crise post-électorale 2010-2011, on parle de plus de 3000 morts, et finalement la Cour n'a pas assez d'éléments pour juger, pour condamner Gbagbo. Alors donc ça veut dire que c'est un dossier qui peut-être dans l'avenir, peut-être encore peut revenir sur le tapis, puisqu'il faut quand même faire la lumière sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui, il faut faire la lumière sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais là, ce ne sera plus de la compétence de la Cour pénale internationale si la personne impliquée ne peut plus, M. Gbagbo ne peut plus revenir devant la Cour pénale internationale pour ces crimes-là, ces supposés crimes. La lumière devrait déjà commencer au niveau de la Côte d'Ivoire elle-même. Vous savez, ce que vous mettez en exergue nous ramène à ce qu'est le droit et ce qu'est la justice, dans le fond. Quand vous voyez les juges dans un tribunal, ils rendent la justice sur la base des éléments de preuve qui leur sont apportés. Et le traitement des éléments de preuve doit aussi obéir à un certain nombre de règles qui sont érigées dans ce domaine-là. Et vous savez, même dans nos tribunaux internes, la fabrication des preuves parfois, et même la falsification des preuves, est quelque chose qui semble prendre de l'ampleur ou qui... Ça peut amener la justice à ne pas être vraiment justice. À ne pas être vraiment en justice. Donc, vous avez des cas où vous retrouvez parfois des innocents. Je ne suis pas juge, je n'ai pas fait des enquêtes, mais lorsqu'on écoute ce qui se passe, on retrouve parfois des innocents inculpés parce qu'il y a eu des preuves accablantes qui semblent être vérifiées. Et donc, le juge ne peut que rendre un verdict visant à condamner cette personne. De la même façon, vous avez des personnes qui semblent être impliquées, mais qui ont des avocats suffisamment, je vais dire, professionnels et efficaces, qui arrivent à les sortir d'affaires. C'est pour dire qu'effectivement, il y a un fait qui est irréfutable. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. Et ça, c'est irréfutable. Il y a eu des crimes qui ont été commis. Alors, la CPI juge les individus. Et les individus qui ont commis ces crimes sont, je dirais, légion et se retrouvent à différents niveaux. La responsabilité doit être celle, pas forcément de celui qui a donné l'ordre, pas forcément de celui qui a exécuté, pas forcément de ceux qui n'ont ni reçu d'ordre, parce qu'il y a aussi les pillages. Il y a des gens qui sont décédés au cours des pillages, parce qu'il n'y avait plus le maintien de l'ordre public. Donc les gens se permettent de faire tout ce qu'ils veulent faire et pourquoi pas de commettre certains crimes. Et il y a des personnes qui sont mortes parce qu'elles ont été tuées par des groupes armés. Et nous avions deux groupes armés en Côte d'Ivoire. Le camp qui était fidèle au président, à l'ex-président Gbagbo, et le camp qui était fidèle au président Ouattara. En dehors de cela, vous avez l'implication d'acteurs externes à la Côte d'Ivoire, comme les soldats français qui semblent avoir joué un rôle selon les archives que nous avons à notre disposition, qui semblent avoir joué un rôle dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et qui ont même été accusés par certains acteurs ivoiriens d'avoir tué un certain nombre d'Ivoiriens. Alors donc si on va rechercher une justice, c'est une justice qui devrait quand même faire la part des choses et impliquer tous les potentiels acteurs et inviter à, disons, entamer des enquêtes
qui pourrait aboutir enquête et contre-enquête qui mettrait en exergue tous ceux qui sont potentiellement coupables et qu'ils soient sanctionnés selon les tests. Morgan Ansoba Metondi, spécialiste des relations internationales. Merci. Mais rapidement, un mot sur la situation en Afrique du Sud. On parlait là de plus de 70 morts. En effet. Alors, l'Afrique du Sud ne fait que faire ressortir ce qui est, c'est une façon pour les Sud-Africains de s'exprimer. Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de l'Afrique du Sud depuis l'apartheid, l'indépendance et les violences qui sont plus ou moins, lorsqu'on regarde, assez récurrentes en Afrique du Sud, vous comprenez que les Sud-Africains, dans leur façon de faire, ont adopté la violence comme un mode d'expression de leur frustration. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il y a un lien avec la situation économique. Lorsque vous les écoutez, vous entendez des Sud-Africains dire qu'ils ont faim, qu'ils n'ont rien à manger et qu'ils n'ont pas de boulot. Avant cette situation de violence que nous avons aujourd'hui, nous avons eu une situation, un cas de violence contre les étrangers. Et que ce n'étaient pas des étrangers qui venaient de l'Occident, mais c'était des étrangers noirs, africains. Il y avait une sorte de xénophobie et c'était toujours la même chanson. On a faim, il y a la pauvreté, on a une situation économique assez difficile. Et actuellement, avec la crise du Covid, la crise sanitaire qui est arrivée, la situation économique du pays s'est empirée, un peu partout. Et donc, les Sud-Africains, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour exprimer leur frustration, c'est bel et bien la violence. C'est déplorant. Et ce que nous allons dire, c'est inviter les autorités sud-africaines à faire un travail d'ensemble qui vise à cerner la cause de cette adoption de la violence comme mode d'expression et amener la population, surtout celle montante, à ne pas rester dans cette dynamique. Parce qu'on peut admettre que ceux qui ont vécu l'apartheid et qui sont restés dans les séquelles de l'apartheid auront du mal à se libérer de cette envie permanente de vouloir recourir à la violence pour exprimer chaque fois leur frustration. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'Afrique du Sud et nous espérons que les autorités et la communauté internationale feront ce qu'il faut faire pour amener les Sud-Africains à revoir leur position par rapport à la pratique de la violence. Merci Morgan Ansoba Metondi. La Cour pénale internationale perçue comme être un peu proactive sur le continent africain. Vous l'avez expliqué, les rapports de force, et bien sûr, peuvent donc sont donc la véritable cause. Vous avez dit ces rapports de force peuvent influencer donc cette justice. Ça dépend donc des pays qui sont derrière. Vous avez évoqué le cas de la Russie, le cas de la Chine, mais surtout le cas des États-Unis. Merci d'avoir suivi cette émission d'entretien sur donc Matin des Dénons.